Alors bonjour. Bonjour à tout le monde. Ici à la salle, prenez place. Et bonjour à tous les participants au webinaire, qui semblent déjà assez nombreux. Et pour cette conférence qui est sous la responsabilité de l'axe santé des populations et pratiques optimales en santé, sous la responsabilité de Mme Marie-Pierre Gagnon, qui est à ce moment-ci ailleurs. Donc, je vais faire je n'en ferai pas de brève présentation, dans le sens que vous avez maintenant sur le site web toutes les informations concernant la biographie du conférencier. Alors, on sauve un petit peu de temps en vous invitant à aller sur notre page web et consulter toutes les informations, qui étaient d'ailleurs, je pense, aussi en partie sur l'invitation. Alors, donc, je laisse la parole immédiatement à M. Philippe Després. Oui, merci. Ça fait plaisir d'être ici pour parler de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On entend beaucoup de parler. Peu de gens qui peuvent vraiment dire c'est quoi. Même, je dirais, des gens qui ont les deux mains dedans, souvent perdent un petit peu l'idée de ce que c'est vraiment. Donc aujourd'hui, on va essayer de démystifier ça, mais dans le contexte de la santé publique. Je pense qu'il y a des gens qui sont à distance ici, qui sont impliqués dans des projets de santé publique. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis professeur ici, moi, pavillon à côté, au pavillon Vachon, en physique. Et je suis aussi impliqué, pas impliqué, mais je suis aussi physicien médical au CHU de Québec. Donc, un physicien médical, ça travaille là où il y a de la radiation ionisante, donc c'est-à-dire en radio-oncologie, en radiologie et en médecine nucléaire. Mais au fil du temps, j'ai été amené à travailler beaucoup avec les données qu'on générait en radio-onco, et on en génère beaucoup. Et tout ça m'a amené ensuite à m'intéresser au projet Pulsar à l'Université Laval. Donc, j'ai participé beaucoup aux ateliers préparatoires à Pulsar, et dans la phase de la mise en œuvre, je me suis aussi beaucoup impliqué, et je suis devenu, au fil du temps, un peu le conseiller en architecture de données à Pulsar. Et on va en parler un petit peu vers la fin de ce projet-là que vous connaissez déjà peut-être. Je suis aussi directeur adjoint du Centre de recherche en données massives et co-responsable de l'axe santé durable à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Je vais aussi en toucher un mot de ça à la fin de la présentation. Et je suis aussi impliqué en tant que membre et membre du comité scientifique du nouvel institut qui a été lancé il y a 2 semaines, l'Institut Intelligence et Données, qui chapeaute en fait plusieurs initiatives, plusieurs centres de recherche qui sont actifs en intelligence et en données à l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et les objectifs d'apprentissage pour vous aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de démystifier l'IA dans un contexte de santé publique. J'espère que je serai en mesure de le faire. Développer des bonnes pratiques aussi pour ce qui est de la gestion des données de recherche. On va voir, ou des données en général, peu importe que ce soit de la recherche ou pas. Je pense qu'il faut être en mesure de développer de nouveaux réflexes dans ce domaine-là, et on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut y arriver et quels sont les principes qui devraient nous guider dans ça. Et aussi développer un esprit critique face à l'IA et ses promesses, parce qu'on en discutait avec Dr. Durand juste avant la présentation. C'est comme une boîte noire magique qui va régler tous les problèmes du monde, cette affaire-là, mais ce n'est pas le cas. Okay? Donc, on va voir les limitations de l'IA, puis on va voir aussi tout le hype qui entoure cette débite-là. Donc, on va essayer de commencer par démystifier l'IA. Qu'est-ce que c'est? Et si vous allez sur Wikipédia, vous allez avoir cette définition-là. Donc, vraiment, on essaie de résoudre des problèmes qui ont une forte complexité algorithmique ou logique. Et on essaie de faire ça en imitant, dans certains cas, des fonctions cognitives qui sont propres à l'humain. Donc, on va parler, par exemple, de réseaux de neurones. Donc, on va prendre des neurones et on va les interconnecter entre elles de la même façon que les neurones dans notre cerveau sont interconnectés entre eux, je devrais dire, plutôt. Un neurone. Donc, on va voir ça. Et en fait, si je simplifie tout ça, cette définition-là, c'est quoi? C'est juste de dire qu'une machine, on veut lui donner la capacité d'apprendre. J'ai fait 2 grands cas de figure ici pour simplifier. Je ne vais pas me lancer dans des cas spécifiques, mais il y a 2 grandes classes d'apprentissage que la machine peut faire. Elle peut le faire par elle-même, okay, ou elle peut le faire de façon supervisée. Donc, on va voir ces 2 cas de figure-là très rapidement pour vous donner une idée de ce que c'est, de l'apprentissage supervisé et de l'apprentissage non supervisé. Et le plus souvent, la machine va apprendre à partir de données. Donc, en IA, s'il n'y a pas de données,
sur lesquels on peut se nourrir, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, l'IA apprend des données, souvent des données massives. On a besoin d'un grand nombre de données pour pouvoir faire apprendre notre machine. Donc, je commence avec cet article-là qui a été publié, un article de conférence qui habituellement ne reçoit pas nécessairement beaucoup de citations. Celui-là a été cité 56 000 fois depuis 2012, okay? Et c'est en grande partie à cause de cet article-là qu'il y a eu une résurgence de l'intelligence artificielle dans les années 2013-2014. Et qu'est-ce que c'est cet article-là? C'est M. Hinton et ses collègues à Toronto qui ont utilisé des réseaux de neurones profonds pour la première fois pour s'attaquer à un défi de données. Un défi de données, ça, dans le monde des sciences informatiques, c'est vraiment, on met un jeu de données sur la table et on dit aux gens, amusez-vous, là, faites en sorte, par exemple, que vous êtes en mesure de reconnaître les photos qui sont dans ce jeu de données-là. Et c'est ce qu'ils ont fait avec un jeu de données qui s'appelle ImageNet, qui contient, à ce jour, vous voyez là, 14 millions d'images présentement. Eux, ils ont pris un sous-ensemble de ça, 1,2 million d'images à peu près. Et c'est des images qui sont annotées. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une photo de requin blanc ici, ben, j'ai la photo du requin, mais j'ai aussi la notation qui est « ceci est un requin blanc ». Okay? Donc, c'est ce qu'on va dire à la machine quand on va l'entraîner. On va présenter la photo du requin. On va dire « ça, c'est un requin ». Donc, c'est pour ça qu'on dit l'apprentissage supervisé. On dit à la machine la réponse qu'elle doit retenir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ça. Donc, vous voyez, si vous allez dans ImageNet, vous cherchez des photos de chats, vous allez en trouver plein comme ça. Donc, vous voyez, ils ont fait un algorithme capable de classer des photos en 1000 catégories différentes. Et il y avait environ, en moyenne, 500 photos par catégorie qui ont été utilisées pour entraîner leur réseau. Donc, dans le cas des chats, vous voyez, il y avait 1485 photos de chats dans la base de données. Et ils ont utilisé ça. Donc, comment on fait? Bien, eux, ils ont utilisé un réseau de neurones qu'on dit profond, c'est-à-dire qu'il y a des neurones à l'entrée qui sont un peu les senseurs. Là. À l'époque, on appelait ça un perceptron. Donc, on va connecter typiquement, pas nécessairement d'une façon un à un, les neurones d'entrée à un pixel de l'image, mais c'est à peu près ça. Donc, on va, dans certains cas, convoluer l'information qui est dans l'image, puis on va réduire le nombre de neurones à l'entrée. Et ces neurones-là d'entrée sont connectés à tous les neurones dans les couches intermédiaires, qu'on dit les couches cachées. Celui-là, c'est un réseau à une seule couche cachée, mais eux, ils ont utilisé un réseau à 5 couches cachées. Et évidemment, bon, vous voyez, ça, c'est un sous-ensemble seulement, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Et en sortie, il y a différentes sorties possibles. Dans ce cas-ci, si on présente juste des photos de chats et des photos de chiens, bien, il y a 2 sorties possibles, chat et chien. Et ce qu'on fait quand on dit l'apprentissage supervisé, c'est qu'on présente ça. Donc, les neurones, il y a des poids associés à chacune des interconnexions. Et en fait, on va renforcer les interconnexions pour que la bonne réponse soit rétro-propagée dans le réseau. Et à force de faire ça plusieurs fois, le réseau finit par apprendre d'une façon un peu magique, mais c'est quand même bien documenté. Si vous parlez à des gens d'informatique, ils vont vous expliquer comment ces processus-là se font, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc, eux, plus spécifiquement, ils ont pris environ 1 million d'images. Ils avaient 650 000 neurones dans leur réseau au final, 5 couches cachées, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça fait en sorte que quand on considère toutes les interconnexions possibles entre ces neurones-là, ça fait 60 millions de paramètres libres. Donc, vous voyez, c'est des problèmes à très, très grand N. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de capacité de calcul en arrière pour être en mesure d'arriver à faire ça. Donc, en sortie, comme je disais, ils avaient 1000 catégories. Donc, ils ont fait ça et c'est vraiment le Deep Convolutional Neural Network, c'est vraiment le caractère profond, donc plusieurs couches cachées, qui demandait beaucoup de capacité de calcul, des choses qui n'étaient pas possibles de faire en 2005, par exemple, là, ou en 2000. La capacité brute de calcul qui était à notre disposition n'était pas suffisante. Mais là, ils ont réussi, puis vous voyez, dans l'identification des images, vous voyez, ça, c'est les résultats de chacune des équipes dans le défi de données de reconnaître si c'est un chat, si c'est un requin, si c'est un ananas, c'est une banane. Les gens avaient toujours une erreur d'au moins 25% dans leur capacité à catégoriser ces images-là. Et eux, ils sont arrivés avec leur réseau profond en 2012, et là, ils sont les premiers à descendre sous la barre du 25% d'erreur. Donc, vous voyez, en 2012, ici, là, ce point-là, ça, c'est l'équipe de Hinton à Toronto, et les autres étaient toujours au-dessus du 25% d'erreur. Et depuis ce temps-là, on a amélioré beaucoup la capacité de ces réseaux de neurones-là
à faire de la reconnaissance d'images, donc la vision numérique, et on est autour de 5% d'erreurs présentement, encore un peu mieux. Donc, pour arriver à ça, ça a pris, comme je l'ai dit, la capacité de calcul phénoménale. Là, je vous montre un ordinateur qui est capable d'atteindre ce qu'on appelle le teraflop, c'est-à-dire un téra, c'est un 1000 milliards, donc ça s'appelle le giga qui est un milliard, donc un téra, c'est 1000 milliards d'opérations par seconde. Donc, il est capable de faire, par exemple, 1000 milliards d'additions par seconde. Et ça, c'était l'ordinateur le plus puissant entre 1997 et 2000. Ça fait pas si longtemps que ça. Moi, je suis à la maîtrise. Et vous voyez, ça prenait 4500 Pentium 2 à l'époque, 2500 pieds carrés pour arriver à atteindre cette capacité de calcul-là, qu'on mesure en flops. Donc, les flops, c'est des floating point operations per second, donc des opérations à virgule flottante par seconde. Donc, c'est ce que ça prenait. Aujourd'hui, cette puissance de calcul-là, vous allez chez Radio Shack, qui n'existe plus, c'est la source maintenant, je crois, et vous achetez une carte graphique et vous l'avez, votre teraflop. Vous pouvez mettre ça dans votre machine. Donc, ça a changé drastiquement notre capacité à s'attaquer à des problèmes qui sont extrêmement complexes, point de vue algorithmique et point de vue données aussi. Donc, en fait, moi, dans la vie, c'est ce que je fais. J'utilise beaucoup les cartes graphiques comme ça que j'achète chez Radio Shack pour accélérer des algorithmes en médecine. Donc, la reconstruction tomographique en imagerie médicale, le calcul de dose aussi en radio-oncologie, sont des problèmes extrêmement lourds en calcul qu'on a réussi à accélérer avec ces cartes graphiques-là. Et ça, c'est une conférence que je donne souvent dans les cégeps, dans les bibliothèques, pendant la semaine numérique, entre autres. Tu parles de brosse à la rescousse, le rôle méconnu des jeux vidéo. Je pourrais vous parler de ça pendant 1 heure, mais là, on va revenir à notre sujet principal. Donc, ça nous a mené où, ça, cette capacité-là de faire de la reconnaissance de choses? Bien, ça a permis à Facebook, entre autres, d'être capable de vous reconnaître sur des photos de façon assez précise. Vous voyez une efficacité de 97% à vous reconnaître sur des photos en 2015. Ils sont probablement au-delà de ça aujourd'hui. Et vous voyez, là, les réseaux de neurones se sont encore complexifiés en termes de grosseur. Donc, vous voyez un réseau de neurones à 9 couches. Ici, tout à l'heure, on était à 5 couches. Donc, 120 millions de connexions, donc 120 millions de paramètres libres qu'on doit ajuster. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de données pour pouvoir arriver à entraîner ces réseaux-là. Parce que c'est ce qu'on fait. On présente des images, on présente la réponse. Et dans ce cas-ci, Facebook, en fait, a utilisé toutes les personnes qui ont tagué, en guillemets, des images de gens qu'ils connaissent. Vous vous rappelez, là, des fois, Facebook vous dit, c'est qui ça? Ah, ben là, dans ça, vous contribuez à annoter les images. Donc, voici la photo de Philippe. Donc là, ils ont et la photo de Philippe et le nom et l'identité. Donc, ils sont capables d'entraîner le réseau à me reconnaître ultimement. Donc, ça cause plein de problèmes aujourd'hui, ce genre de reconnaissance faciale-là. Donc, on en parle dans les médias. Et je vais en parler à la fin quand je vais vous parler de l'Observatoire, les travaux de l'Observatoire, ce genre de choses qui nous intéressent aussi. Étudier les impacts de ce genre de technologie-là sur la société. Donc, très rapidement aussi, l'apprentissage non supervisé, c'est quoi? C'est que là, on a vu qu'on est capable d'entraîner une machine à reconnaître un chat ou un chien en lui disant, mais ça, c'est un chat et ça, c'est un chien. L'apprentissage non supervisé, c'est quoi? C'est que là, on lance un gros tas de photos à la machine et elle-même va être capable de classer les chats avec les chats, les chiens avec les chiens, les bananes avec les bananes. On n'a pas besoin de faire ce travail-là d'annotation qui est extrêmement coûteux. Imaginez, là, annoter des millions d'images pour dire exactement c'est quoi, c'est ce qui est coûteux quand on fait de l'apprentissage supervisé. C'est l'expertise que ça requiert. Identifier une banane, tout le monde peut le faire. Imaginez en radiologie, identifier une tumeur ou quelque chose comme ça. Là, c'est de l'expertise encore plus coûteuse parce qu'on a besoin d'un radiologiste, par exemple, pour venir annoter correctement l'image. Donc, c'est pour ça que l'apprentissage non supervisé, dans certains cas, est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez, là, Google a montré, là, avec un réseau de 16 000 ordinateurs, un réseau de neurones avec 1 milliard de connexions qui était capable justement de classer, en fait, dans les vidéos de chats. Des vidéos de chats, il y en a beaucoup sur Internet. Ils ont été capables de dire, voici, ça c'est une vidéo de chat. Sans avoir à dire, sans que personne ait eu à dire, ça c'est une vidéo de chat. Okay? La machine est capable maintenant, elle d'elle-même, reconnaître les chats dans les vidéos. Donc, en résumé, on a besoin de quoi pour faire de l'IA? On a besoin d'une capacité de calcul extrêmement grande. On a aussi innové du côté des algorithmes avec les réseaux profonds, entre autres. On a besoin de beaucoup de données, des quantités énormes de données. Et tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, vous voyez, je peux soumettre une photo comme ça
Et la machine va être capable de me dire, ça, je suis sûr à 99% que c'est une personne, ça, je suis sûr à 99% que c'est un cerf-volant, etc. Donc, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc, vraiment de la reconnaissance, la vision numérique s'est développée vraiment beaucoup grâce à l'intelligence artificielle. Les applications qu'on a aujourd'hui, vous voyez, reconnaissance faciale sur Facebook, on en a parlé, reconnaissance vocale, quand vous parlez à Siri ou vous parlez à Alexa ou vous parlez à avec votre Google Home, c'est ça, c'est de la reconnaissance aussi vocale. Derrière, il y a de l'IA. Vision par ordinateur, on l'a vu, là, la capacité de reconnaître des images dans ImageNet, c'est aussi une conséquence de l'IA, une conséquence en fait du grand bond qui a été fait avec les réseaux profonds. Et traitement automatique du langage aussi, qui est une autre branche. Quand vous interagissez avec un chatbot sur Internet, derrière aussi, il y a évidemment de l'IA. Dans le domaine, si je ramène au domaine de la médecine maintenant, des dispositifs médicaux qui ont des composantes IA, il n'y en a pas tellement, hein, ça se compte sur les doigts de probablement 2 mains, 4, 5 mains. Vous voyez beaucoup en radiologie, là, on fait de la reconnaissance automatique de certaines structures, où on va aider le diagnostic. C'est souvent encore, là, on n'est pas dans le monde où on va remplacer les radiologistes, on entend ça parfois, là, les radiologistes vont être remplacés par l'intelligence artificielle. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, la machine est capable de reconnaître certaines choses, mais il y a beaucoup de difficultés encore à contextualiser ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin des humains pour faire de la médecine. Et donc, vous voyez, là, il n'y en a pas tellement qui ont été approuvés. Donc, on en parle beaucoup, mais au final, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont sorties de là, mais évidemment, ça va croître de façon exponentielle dans les années à venir. Donc, en médecine, en santé en général, c'est vraiment la combinaison de l'IA, mais aussi des données, et ça, c'est extrêmement important, c'est indissociable. Okay? L'IA, sans les données, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, pas de données, pas d'IA. Et là, ça va nous permettre de faire un paquet d'applications intéressantes en médecine, mais on a vraiment besoin de jumeler ces deux choses-là. Donc, le nouvel institut s'appelle l'Institut Intelligence et Données. Je pense aussi qu'il faut prendre conscience que les données jouent un très, très grand rôle dans ça. Donc, avant de passer à la partie plus santé publique, juste faire quelques constats sur ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, je l'ai dit, pas de données, pas d'IA. Et les données, si elles sont entachées d'erreurs et de biais, bien forcément, la machine va apprendre ces erreurs-là et va apprendre ces biais-là. Okay? Donc, c'est aussi simple que ça. L'IA ne va pas être meilleure que les données qui ont été utilisées pour l'entraîner. L'IA, c'est souvent une boîte noire. Donc, le réseau de neurones qui est capable de reconnaître un chien, ça fonctionne. Okay? Mais comment on commence là, à développer des outils pour étudier les mécanismes d'attention. Donc, comment la machine arrive à dire ça c'est un chien ou ça c'est un chat. Mais c'est encore quelque chose qui demeure en développement. Donc, le caractère interprétable, donc la décision, elle est souvent bonne. Dans 95% des cas, je vais être capable d'identifier un chat. Mais pourquoi la machine m'a dit ça, ça devient difficile à expliquer. Donc, imaginez dans un contexte médical où là, la machine va vous suggérer un traitement, mais elle ne sera pas vraiment capable de vous expliquer pourquoi. Alors, vous pouvez être sûr qu'il n'y a ni le patient ni le clinicien qui va acheter ça. Donc, on travaille beaucoup sur le caractère interprétable de l'IA. On ne veut plus que ça soit une boîte noire. On veut étudier comment comment la décision a été prise. Et en fait, c'est ça. Le réseau de neurones, c'est assez facile aussi de le tromper. Donc, si je prends une photo de chat, okay, je vais venir changer quelques pixels de cette photo-là. Pour vous, ça va ressembler encore à un chat. La machine va penser que c'est une autruche. Okay? Donc, il y a moyen aussi de faire des attaques qui vont permettre de tromper la machine. Si on sait exactement ce qu'elle a besoin de voir pour dire que c'est un chien, on peut truquer l'image pour qu'elle pense que c'est un chien. Okay? Donc, il y a tout ça aussi à considérer. IA aussi, c'est un terme qui est souvent utilisé pour décrire la transformation numérique, tout simplement. Donc, moi, j'ai vu des projets là, où on présente une tablette au patient, et là, la tablette là, se rappelle des données qui avaient été entrées avant par le patient. Ça, c'est pas de l'IA. Ça, c'est juste, on est allé chercher dans une base de données des données qui existaient, on les a ramenées, on n'a pas publié des champs sur le formulaire, sur la tablette. Il y a des gens qui présentent ça comme de l'IA. Okay? Ça, c'est assez classique. On le voit aussi au gouvernement, là, il y a toute une confusion sémantique entre transformation numérique, c'est-à-dire prendre votre formulaire papier puis le transformer sur quelque chose sur une tablette, sur votre téléphone. Ça, c'est pas de l'IA, mais dans la tête des gens, là, ils mélangent tout ça. Okay? Ça, il y a beaucoup de ça.
Donc, s'il n'y a pas d'entraînement sur des données, ce n'est pas de l'IA, souvent. Okay? Donc, c'est de la transformation numérique. On va parler d'intelligence d'affaires, mais on ne parlera pas d'intelligence artificielle. Et il y a aussi beaucoup d'enflure quant aux promesses de l'IA. Et ça, on va le voir juste ici. Ça, c'était le deuxième ou troisième objectif d'apprentissage, développer un esprit critique face à l'IA et ses promesses. Et moi, j'aime bien montrer ce graphique-là, qui est une firme de consultants là, ou des gens qui regardent les grandes tendances en technologie, une firme américaine, je crois, Gartner, qui a cette courbe-là, la courbe du cycle du hype. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je vous mets là Deep Learning ici. Vous voyez, on est comme au sommet de la courbe, et ce sommet-là, il s'appelle le sommet des attentes démesurées, je dirais ça. Okay, donc, on est vraiment là. Et là, on se dirige vers quoi dans les prochaines années? On se dirige vers la vallée des illusions. Et là, on va se rendre compte que l'IA, ouais, c'est bien beau, on a parlé. Tout le monde a écrit ça en enseignement de subvention, tout le monde a eu plein d'argent, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, dans quelques années, encore plus loin, là, on va atteindre le plateau de la productivité. Là, il y a des choses qui vont vraiment être utiles. Okay? Mais présentement, là, c'est un peu du n'importe quoi, honnêtement. Là, on voit toutes sortes de choses. Mais c'est de l'IA. Donc, les gens, les ministres sont excités. Donc, on est là. Ça, je pense, ça décrit bien la situation actuelle. Donc, il y a des gens qui sont extrêmement sérieux dans ce qu'ils font, qui font du travail extrêmement sérieux. Des gens qui embarquent dans le train parce que l'argent est là. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça pour tous les cycles de développement technologique. Là, ce n'est pas une exception à l'IA. C'est toujours le cas. Vous voyez, plein d'autres technologies ici qui sont dans cette même situation-là, qui vont passer par un pic d'enflure et atteindre ensuite une vallée des illusions. Donc là, vous êtes renseigné sur... vous avez un esprit critique plus aiguisé face à l'IA. Santé publique maintenant. Qu'est-ce que l'IA peut faire en santé publique? Bon, je pense que les IRSC se sont posés cette question-là, puis eux autres aussi ont voulu embarquer dans ce bateau-là. Hey, l'IA, let's go, on fait ça nous autres aussi. Donc là, ils ont mis 525 000 $ sur la table pour faire une école d'été, un institut d'été, atelier d'été des IRSC sur l'IA équitable en santé publique. Donc, concours qui a eu lieu l'année passée. Nous, on s'est associé avec le groupe de David Buckridge à McGill. Donc, il y a moi et Benoît ici qui sommes impliqués. Valérie et moi, l'INSPQ aussi, qui est sur la demande, qui a été financée. Donc, on a eu cet argent-là. Donc, il y aura organisation d'une école d'été santé publique et IA dans cet été, je crois, à Montréal et un peu plus tard ailleurs au Canada. Donc, vous voyez les PI ici, David Buckridge, Laura Rosella. Et ils voulaient vraiment des PI qui sont en santé publique et d'autres qui sont en IA. Et là, ils ont dit, développez-nous un curriculum pour que vous puissiez vous parler, que vous puissiez comprendre peut-être quelles sont les applications de l'IA en santé publique. Et je vais essayer dans les prochaines diapos de montrer un petit peu, moi, ce que je crois, le potentiel qu'il y a d'arrimage entre l'IA et la santé publique. Donc, ouais, je vous résume ici, là. Le curriculum, là, vous voyez, bon, inférence causale versus prédiction, ça, c'est pas propre à l'IA, c'est propre à toutes les biostats qu'on fait. Classification, ça, c'est intéressant parce que la machine peut, dans certains cas, être en mesure de classifier les individus selon des patrons qu'on n'aurait pas soupçonnés avant. Donc, souvent, on va faire du clustering avancé avec l'apprentissage non supervisé, où on va donner de gros tas de données à la machine, et la machine va elle-même capable de trouver des groupes dans ces individus-là. De la même façon, elle est capable de façon automatique de distinguer les chats, des chiens, des bananes. Donc là, elle va être peut-être capable de voir des groupes que nous, avec notre cerveau, on n'est pas capable de voir. Okay? Donc la machine va peut-être tester des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, elle va être capable de trouver des patrons qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnés dans les données. Donc ça sert à ça. Évidemment, ça fait des clashs avec les comités d'éthique parce que les comités d'éthique, eux, ils aiment bien voir, là, vous allez corréler telle variable avec telle variable, vous allez prendre tel test, puis là, c'est circonscrit. Puis il y a aussi la commission d'accès qui nous dit, il y a le principe de limitation là, des données. Il faut vraiment se restreindre à ce qu'on a besoin pour faire notre recherche. On ne peut pas regarder plus large. Alors que dans ce cas-ci, dans l'IA, c'est vraiment une composante essentielle de la méthodologie, c'est de regarder large. C'est vraiment de dire, voici mon gros tas de données, là, je connais tout sur les individus, voici, je donne ça à la machine, et la machine va peut-être me faire des groupements que je n'aurais pas soupçonnés.
ou va m'indiquer peut-être des hypothèses à tester de façon plus classique. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de... Je sais que la commission d'accès est en train de revoir un peu sa position sur, justement, le principe de limitation du nombre de données, du nombre de variables qu'on a besoin pour faire notre recherche. Donc, bon, je reviens à l'école d'été. Vous voyez, Toronto 2021, reviens à Montréal en 2023. Et si ça vous intéresse, là, tout ça, c'est un pilote cet été, hein, donc juste 20 participants. Donc, je pense qu'ils vont les choisir trier sur le volet. Mais sinon, Benoît Lamarche, là, qui était impliqué aussi avec David et moi, et Valérie aussi à l'INSPQ, qui sont dans cette demande-là. Oui? Des gens qui sont intéressés par la santé publique et l'IA. C'est assez large, mais je crois que c'est un critère qui... Je pense que les gens devront démontrer quels sont justement leurs intérêts à jumeler les techniques de l'IA avec la santé publique. Mais je ne suis pas dans le comité, disons, de gestion de qui va accepter ça, mais je pourrais glisser des mots à David si nécessaire. Je pourrais glisser un mot à David si jamais certains d'entre vous est intéressés à participer. Des exemples d'IA en santé publique. Là, c'est drôle parce que je commence avec un exemple qui n'est pas vraiment de l'IA, mais c'est juste pour vous amener à quelque chose de peut-être un petit peu plus gros. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là de Google qui a été démarré en 2009, je crois. Google Flu Trend. Donc, essayer de prédire les tendances grippales, de l'activité grippale à partir des recherches que les gens font. Hein, quand on a la grippe, on dit ça, on va taper là, grippe, médicaments, je ne sais pas quoi. Là, eux, ils sont capables de moissonner cette information-là et de dire, bon, voici, là, à Cleveland, là, il y a plein de monde qui cherche qui font de la fièvre puis qui cherchent des symptômes grippaux. Donc, en consolidant cette information-là, c'est capable de dire, de voir peut-être en temps réel la propagation de l'influenza d'une année à l'autre. Et vous voyez, ils ont publié un papier dans Nature en 2009 là-dessus, quand même. Donc, pas un papier qui est dans Châtelaine. Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Mais il y a eu beaucoup de critiques de ça par après. Donc, vous voyez, ça, c'est les données. Les données en rouge, c'est les données du CDC, donc Center for Disease Control américain, qui est l'équivalent de l'INSPQ aux États-Unis. Très gros. Et les données en noir sont les données de Google. Donc, vous voyez, ils sont capables de reproduire les pics d'activité grippale, simplement ce que les gens cherchent comme sur Internet par rapport à leurs symptômes. Et en fait, ce qu'ils avançaient, c'était qu'ils étaient capables, dans certains cas, de prédire le pic d'activité grippale 10 jours avant le CDC américain. Mais au final, ce modèle-là, il n'a comme pas tenu la route. Okay? Puis Google l'a euthanasié en 2015. Okay? Ils ont arrêté ce truc-là parce que ça ne fonctionnait plus trop. Et je vous invite à lire cet article-là. Là, pourquoi? Bon, ils considèrent que c'était un epic fail, tout ça. Mais il y a quand même des choses qui ont été apprises de tout ça. Ça reste un projet où le big data, et non pas les AI encore, est très pertinent. Donc, il y a cet article-là dans Wire, mais il y a aussi cet article-là dans Science qui analyse en fait pourquoi ce truc-là n'a pas tellement fonctionné en fin de compte. Et je reviens aux explications. Bon, il y avait des effets saisonniers. Il y a certaines périodes de l'année où les gens font plus de recherches, puis Google n'avait pas nécessairement normalisé les requêtes par rapport à ça. Donc, par exemple, quand c'est le March Madness aux États-Unis, quand c'est la finale du basketball collégial, les gens, apparemment, font vraiment plus de recherches Internet, puis ça vient mettre un bruit qui avait de la difficulté à contrôler. Les changements de comportement aussi. Les gens, maintenant, ils ont des applications santé qu'ils vont utiliser. Ils ne feront pas nécessairement une recherche dans Google pour leurs symptômes. Google a aussi introduit des nouvelles fonctionnalités à ses engins de recherche, donc être en mesure de suggérer des recherches, donc ça faisait en sorte qu'on dirigeait les gens vers une réponse, alors que ce n'était pas la donnée brute qui était entrée. Donc, tout ça a mené, en fait, à l'échec de ce projet-là. Projet semblable où il y a plus d'IA, un petit peu plus. Là, on est capable ici, c'est des gens qui ont analysé des millions de tweets pour essayer de déterminer si un tweet parlait ou pas de grippe, d'influenza. Okay, donc, vous voyez, là, dans le premier ici, là, lui, clairement, il ne va pas bien, puis il a probablement la grippe. Et d'autres qui, bon, pas vraiment, là, ils parlent d'un sandwich à la dinde ici. D'autres qui parlent du Super Bowl. Donc, c'est très, très bruité. Les gens ont aussi plein d'hashtags. Les gens vont utiliser plein de trucs. Donc, c'est beaucoup de bruit.
Et là, l'idée, c'est d'être capable, dans tout ce bruit-là, de classifier, est-ce que ça, c'est vraiment un tweet qui parle de grippe ou pas du tout? Et ils ont utilisé des données annotées, donc où vous avez la réponse, et là, ils ont eu un taux de succès de 87%, d'être capable de déterminer, il y a des termes qui sont reliés à la grippe, mais ils sont capables aussi de contextualiser un petit peu plus. C'est pour ça que l'IA devient intéressant dans ce côté-là. On est loin de juste les données brutes de recherche. On est capable de contextualiser un petit peu plus le mot. Fièvre, par exemple. La fièvre, on peut l'utiliser pour la fièvre des séries. Quand le Canadien fait des séries. Okay? C'est pas la même chose que la fièvre. Donc la machine, maintenant, est capable de distinguer ces contextes-là. Donc, quand on parle de la fièvre des séries, bien, clairement, ce n'est pas un symptôme grippal. J'espère. Oui? C'est super intéressant, mais c'est-à-dire qu'on l'applique sans tenir compte d'information seeking. Par exemple, c'est ça, c'est genre sur Twitter, je ne regarde pas du tout le même comportement parce que ce n'est pas les mêmes utilisateurs. Exact. Il y a des biais énormes, là. Il faut répéter la question. Oui, Geneviève, tu... En termes d'information seeking behavior, puis du fait que ce n'est pas les mêmes personnes. Oui, exactement. Donc, le fait que Geneviève dit les gens n'ont pas le même comportement face à la recherche d'informations. Okay? Donc, et c'est pas tout le monde qui est sur Twitter. Donc, on est comme l'échantillonnage n'est pas parfait. Donc, en termes d'équité en santé publique. Tout à fait. Non, exactement. Tout ça. Là, il y a des débalancements. Mais reste que c'est des technologies qui deviennent intéressantes. Et je termine avec celui-là, qui est encore plus d'actualité. Là, on parle du coronavirus. C'est une compagnie de Toronto qui s'appelle Blue Dot qui, elle, moissonne au quotidien 100 000 articles de journaux, dans des journaux locaux, probablement en Beauce, probablement dans Port-Neuf, je ne sais pas. Mais là, ils sont capables aussi de moissonner l'information et voir s'il y a des nouvelles reliées à, par exemple, l'urgence déborde, ce genre de choses-là. Okay? Donc, ils sont capables de contextualiser ça. Et eux, ils vont jumeler ça aussi avec des bases de données sur l'aviation civile qui permettent de regarder les flux de personnes à travers certains corridors entre différentes villes. Ils sont capables de prédire un petit peu la propagation dans ce cas-ci, du coronavirus. Donc, ce qu'ils disent, c'est que le 31 décembre, ils ont reçu une information comme quoi il y avait une infection qui serait probablement reliée au marché de fruits de mer de Wuhan. Et là, ils ont en fait alarmé leurs clients. Et je pense que le CDC est un de leurs clients, effectivement, et l'Agence de santé publique du Canada aussi, de ça. Donc, je ne sais pas si c'était avant vraiment ce qui était connu du grand public. Mais bref, vous voyez, c'est une autre technologie où là, on est capable de moissonner l'information qui émane des médias pour arriver à peut-être créer des alertes un petit peu plus tôt pour la santé publique. Ça va? OK, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'objectif d'apprentissage, c'est de développer des bons réflexes, des bonnes pratiques quant aux données dans le domaine de la santé. Donc là, je vais tomber dans un petit peu plus concret, puis dans un truc que je maîtrise mieux que l'intelligence artificielle. Donc, comme je disais, dans l'Institut Intelligence et Données, moi, je suis plus données qu'intelligence. Là, je vais vous montrer pourquoi c'est important de s'attarder aux données aussi. Donc, quand on regarde le cycle de vie de la donnée, le cycle de vie de la consommation dans un contexte d'IA, c'est quoi? C'est qu'on va venir extraire la donnée souvent des patients. Les patients sont des sources de données, les citoyens en général. On va transformer et gérer cette donnée-là, puis on va ultimement la consommer, soit dans SARS, soit dans R, soit par de l'IA, peu importe. Okay? Mais c'est un petit peu ça le cycle de vie. Donc, j'ai fait une analogie avec le pétrole. On dit que la donnée, c'est un peu le nouveau pétrole. Donc, extraction, vous avez les puits, vous avez les raffineries, où là, on va venir nettoyer cette donnée-là pour qu'elle devienne consommable par les applications en aval, qui sont, comme je l'ai dit, vos analyses statistiques ou qui sont votre machine d'IA. Donc, vous voyez, tout ça, là, c'est la partie plutôt infrastructure, là, l'extraction et la transformation, la gestion, on est vraiment dans l'infrastructure, alors que la techno, on est plutôt dans la consommation de données. Et quand j'ai fait une carte un petit peu de ce qui se passe au niveau canadien, québécois, on regarde récemment tous les dollars qui ont été mis en IA. Okay? On regarde là plusieurs compagnies qui ont reçu beaucoup de financement public. Vous avez les Ivado de ce monde aussi qui ont eu très, très grosses subventions pour faire de la valorisation de données. Et l'INES, l'INSPQ aussi valorise la donnée. Donc, ils ont la donnée, transforment ça en information intelligible pour le décideur ou pour d'autres consommateurs.
Et ce que je veux dire, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent au bout de la chaîne. Puis on a oublié que pour alimenter la voiture ici, ben, il faut absolument pouvoir extraire, transformer cette donnée-là. Là, tranquillement, il y a un retour de balancier. Là, les ministres se rendent compte que, oups, OK, ouais, on n'a plus de gaz pour mettre dans la voiture. Là. Les données, elles sont là, mais c'est une catastrophe. OK? Je veux dire, il y a des ministères de la feuille Excel, là, ça existe. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui jongler à travers des feuilles Excel, tout ça. C'est pas une façon pérenne de faire les choses, puis ça demande un effort de changer ces habitudes-là. Donc, ce que j'ai mis sur ce diapo-là, c'est qu'il y a eu des gros investissements récents. Donc, au Canada, il y a une nouvelle entité qui a eu à peu près un demi-milliard de financement. Pour l'instant, on l'appelle NDRIO, pour New Digital Research Infrastructure Organization, donc une nouvelle organisation, qui va probablement supplanter Calcul Canada, pour ceux qui connaissent, et qui aura 3 missions principales, donc gestion de données de recherche, logiciel de recherche et aussi calcul haute performance. Et ça s'en vient. D'autres plateformes qui ont été financées, donc les IRSC ont donné 39 millions en cash à National Data Platform, plateforme nationale de données, qui a un site web en ligne depuis peu. Et Imagia et Terry Fox ont aussi eu 50 millions pour mettre en place de l'infrastructure pour pouvoir gérer de la donnée de façon convenable. Vous voyez, là, il y a différents projets. Vous voyez, l'ISQ, l'Institut statistique, a reçu 18 millions il y a 2 ans pour mettre en place le guichet unique pour les chercheurs, pour que ce soit plus facile pour les chercheurs d'accéder à de la donnée. Et là, je vous amène aussi sur le terrain de la recherche, une nouvelle politique canadienne qui va être mise en application très bientôt, où les 3 organismes qui financent la recherche au Canada, donc les IRSC, le CRSH et le CRSNG, ont dit on vous donne de l'argent pour générer de la donnée, mais là, ça suffit de générer de la donnée dans le beurre, puis ça c'est toujours à recommencer. Parce que souvent, la donnée, là, elle se ramasse dans un ordinateur sous le bureau d'un étudiant gradué, puis elle va mourir là. Okay? Et là, on ne veut plus ça. On veut être capable de récupérer cette donnée-là, pouvoir la découvrir, pouvoir la réutiliser. Et pour ça, ça va demander un changement de culture. Donc, la nouvelle politique sera va entrer en vigueur bientôt pour application, je crois, en 2021. Il y a 3 piliers principaux. Donc, les 3 piliers, chaque établissement, chaque institution devra avoir une stratégie institutionnelle quant à la gestion des données de recherche. Okay? Donc, c'est fini le free-for-all. C'est fini aussi le temps de dire, ben, c'est moi qui ai reçu la subvention, c'est mes données. Donc là, c'est un petit peu, on change de paradigme. C'est pas nécessairement tes données. C'est des données qui ont été générées avec de l'argent public. Donc, normalement, l'ensemble de la communauté devrait pouvoir en profiter. Okay, donc là, on va heurter certaines sensibilités avec cette nouvelle façon de penser-là, mais je crois qu'elle est nécessaire. Il faudra que les chercheurs aussi déposent un plan de gestion de données. Et là, ça sera évalué au même titre que votre demande. Si votre plan de gestion de données, c'est de dire, ben, moi, je vais mettre ça dans un fichier Excel sur Dropbox, ça ne marchera pas. Okay, parce que ça, c'est de la donnée qui ne sera pas découvrable, qui ne sera pas nécessairement interopérable, etc. Donc là, il va falloir que les gens se creusent un petit peu la tête et regardent qu'est-ce qui se fait autour d'eux en bonne pratique en gestion de données. Donc ça s'en vient aussi. Et il devra aussi y avoir, les institutions devront offrir des dépôts de données où les chercheurs pourront déposer ces données-là pour qu'elles deviennent découvrables par l'ensemble de la communauté. Et je dirais que Pulsar, à cet égard-là, est un vecteur. On est extrêmement bien placé à l'Université Laval avec Pulsar pour avoir ce dépôt de données-là qui nous permet de publier notre donnée parce que c'est là qu'on veut en arriver. Et là, il faut s'entendre, quand on dit publier la donnée, ça ne veut pas dire je publie toutes mes données. Je publie ce que j'ai comme données, c'est-à-dire je publie la méta-information sur mes variables. Je ne publie pas nécessairement les variables, ça ne devient pas un bar ouvert pour tout le monde, mais je sais par exemple que Geneviève, elle a collecté telle variable, puis je sais que si je veux avoir cette donnée-là, je peux la contacter puis m'arranger avec elle. Donc, c'est un petit peu l'idée. Donc, la vision est aussi articulée par les IRSI. Si vous regardez là, leur cadre de travail, plan d'action pour ce qui est des données de la recherche en santé. Culture, promouvoir et reconnaître le leadership et l'excellence dans la gestion, l'échange et l'utilisation des données. Donc, quand c'est écrit culture, moi j'entends changement de culture. Okay, on veut faire les choses différemment. Privilégier les outils, des méthodes et des plateformes permettant de gérer les données, de faire de la recherche nécessitant un grand volume de données. Donc, il faut qu'on se donne les ressources pour. Les compétences aussi. Développer des compétences en sciences, en gestion et en gérance des données. Donc, ça devient en soi un item que vous devriez mettre dans vos demandes de subvention, gestion de données de recherche.
Je vais m'engager un ingénieur de données, puis il va faire ça pour que ça soit pérenne, puis que je puisse alimenter en continu mes systèmes, puis ça va être propre. Dans 5 ans, je vais revenir sur mes données, puis je vais savoir exactement ce que j'ai collecté, quand, comment, par qui. Okay? C'est un petit peu ça l'idée qu'on veut derrière ça. Et accès aussi, on veut que justement toutes ces données-là deviennent accessibles pour le plus grand nombre de chercheurs. Évidemment, nous, en santé, c'est toujours des données plus sensibles, on est toujours plus frileux et avec raison, les comités d'éthique sont là pour encadrer tout ça, mais on veut quand même être en mesure qu'elles deviennent pas partagées d'emblée, mais partageables facilement. Si 2 chercheurs décident de joindre leurs efforts, bien là, j'appuie sur un bouton et je donne accès aux chercheurs à la donnée. Donc, je crois que l'Europe est précurseur là-dessus parce qu'eux sont dans un mode maintenant où ils sont non pas open access. Hein, les publications, ça fait longtemps, là, depuis probablement 2010-2011 en Europe, où il y a une obligation pour les gens qui sont financés par l'Union européenne de donner leurs articles en open access. Mais aussi, vous voyez, depuis 2017, Research Data is open by default. Okay? Donc, les données que vous générez aussi devraient être ouvertes. Et ça, c'est pour les projets Horizon 2020. Ils ont fait un pilote et ça a fonctionné assez bien. Évidemment, on peut faire un opt-out. On peut dire non, ma donnée est trop sensible, je ne peux pas être dans ce mode-là. Et c'est acceptable aussi, mais il faut le justifier maintenant. Parce que par défaut, la donnée devrait être un petit peu plus ouverte. Et comment arriver à faire ça? Principe FAIR, ici, vous voyez, c'est un article de 2016 qui a été cité 2200 fois en date d'hier. Et ça vous donne, en fait, 4 grands principes. Là. F, on va les revoir. Là. FAIR, qu'est-ce que ça veut dire? 4 grands principes qui devraient vous inspirer quand vous faites de la gestion de données de recherche. Et qui sont ceux ici qui ont déjà entendu parler des principes FAIR? Alexandre? Tout? Bon, vous n'êtes pas les seuls. Vous voyez un sondage ici qui regarde là, le niveau de familiarité avec les principes FAIR selon les domaines. Vous voyez en médecine, en vert, là, je n'ai pas le tableau interactif, mais c'est une faible proportion des gens qui sont familiers, d'autres qui en ont entendu parler, ça ne savent pas trop c'est quoi, puis des gens pas du tout qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais c'est des données qui changent très, très vite parce que là, en filigrane de la politique canadienne, dont on a parlé tout à l'heure, il y a ça, il y a les principes FAIR en arrière. Okay? Et en filigrane de la politique européenne, même chose, c'est les principes FAIR en arrière. Et qu'est-ce que c'est, les principes FAIR? On va le revoir ensemble rapidement. La donnée, elle doit être findable, donc découvrable. Donc, ça veut dire pas nécessairement par un humain, mais par une machine. Donc, on devrait documenter sémantiquement nos jeux de données pour qu'ils deviennent moissonnables par des systèmes automatiques, de la même façon que Google indexe l'ensemble du contenu web, bien, il devrait être aussi en mesure d'indexer l'information sur les jeux de données. Donc, ça, on s'en va vers là. Donc, la donnée devrait être découvrable, le I. Devrait être accessible aussi. Donc, on va aussi privilégier beaucoup l'utilisation d'identifiants permanents. Donc, on appelle ça des PID en anglais, les Persistent ID. Donc, les DOI que vous connaissez peut-être, qui identifient vos articles scientifiques, Digital Object Identifier. Ça s'applique pour les articles scientifiques, mais bientôt, ça va s'appliquer. Ça s'applique déjà dans certains cas pour les jeux de données. Okay? Donc, on peut étamper un DOI sur un jeu de données et les gens peuvent citer ce jeu de données-là de la même façon qu'ils vont citer un article. Donc, votre compte dans Google Scholar, il va monter d'une citation si les données que vous avez publiées ont été utilisées par quelqu'un d'autre. Donc, parce que ça devient aussi important de publier cette donnée-là. Vous avez pris beaucoup de votre temps, vos efforts pour faire un beau jeu de données propre il y a un mérite attaché à ça qui est récompensé par une citation de la même façon qu'un article est cité. La donnée devrait être interopérable, ça veut dire qu'on va utiliser des standards qui sont recommandés par nos instances nationales et internationales. Nous, en physique médicale, on produit des images médicales, on a le standard DICOM qu'on utilise depuis 30 ans et ça simplifie notre vie beaucoup. Je parle des gens de génomique de ce temps-ci. En génomique, on n'a pas vraiment de standard. Ce qui sort d'un séquenceur, on regarde là en tête, là, il y a un numéro de série du séquenceur, mais le reste, c'est juste des lettres, puis on ne sait pas c'est qui ce patient-là, c'est un peu plus croche. Il n'y a pas de standard industriel ou internationaux qui régissent ça, donc c'est difficile. Et réutilisable, ultimement, ça, le but, c'est qu'on veut que la donnée devienne réutilisable. Donc, c'est le dernier principe dans FAIR. Et tout ça se décline en bonnes pratiques que je ne vais pas détailler ici. Je vais peut-être juste m'attarder rapidement sur deux de ces principes-là, le F et le I.
Donc, et l'idée des principes FAIR, c'est ça. C'est qu'on veut vraiment on veut augmenter la capacité de la machine à venir moissonner de l'information. Donc, la machine va être capable de savoir, par exemple, bon, Geneviève a recueilli telle variable sur telle population, mais comme elle a bien utilisé la bonne ontologie pour décrire sa variable, donc on sait exactement quel concept elle réfère, la machine va être capable de dire « Ah, il y a quelqu'un d'autre, là, par exemple, à Cleveland, qui a fait la même chose, donc vous pourriez peut-être jumeler vos données et faire des immenses jeux de données. » Et c'est ça l'idée en données massives. On veut avoir le plus de données possible. Donc, je vous montre un truc qui s'appelle Google Dataset Search, donc qui est encore dans l'incubateur technologique de Google, mais ça s'en vient. Donc, vous voyez, si je vais sur cet engin de recherche-là, je ne vais pas chercher tout le web au complet, je vais chercher des jeux de données. Donc, Google, présentement, moissonne de l'information sur des jeux de données qui sont disponibles. Je rappelle, ce n'est pas nécessairement la donnée elle-même, mais au moins, c'est ce qui décrit la donnée et on sait qui a quoi. Vous voyez ici, j'ai tapé influenza, là, je suis tombé sur données de surveillance de Santé publique Canada ici. Donc, je suis capable de savoir, ici, vous voyez, toute la méta-information sur le jeu de données est disponible. Donc, là, votre rôle, vous, quand vous allez générer de la donnée, des jeux de données, ça va être de documenter comme il faut cette donnée-là pour qu'elle devienne moissonnable. Et ça, c'est assez simple à faire. Il y a des schémas de métadonnées qui existent. Vous voyez, DataSite, qui est maintenant une branche canadienne. Il y a le DataSite Canada qui vous dit, bien, voyez, là, ils sont rendus au schéma de métadonnées 4.3. Ça vous dit quel champ vous devriez peupler. Bon, qui est le producteur, qui, ça décrit quoi, il y a un paquet il y a un nombre fini d'informations qu'il faut mettre pour que ensuite ça devienne facile pour les Google Dataset Search de ce monde de moissonner cette information-là et de pouvoir la référencer par la suite. Je parle aussi du I, là, interopérable. C'est quoi? Ça veut dire utiliser des normes pour certains secteurs d'activité. Donc, vous voyez ici, c'est InfoRoute Santé Canada, qui est l'autorité suprême au Canada pour ce qui est des normes dans le domaine de la santé. Et bizarrement, le Québec a vraiment été absent de ça longtemps, mais de plus en plus, on y vient. J'ai bon espoir. Mais ce que ça dit, par exemple, vous voyez, là, pour les images médicales, ben, c'est DICOM. Tant mieux, c'est ça qu'on utilise déjà. Il y a aussi FHIR, qui est un sous-ensemble d'HL7, qui est tout ce qui est, quand on transfère de l'information de nature médicale, ben, c'est le protocole d'échange qu'on devrait utiliser entre deux machines, c'est le protocole HL7 ou FHIR dans ce cas-ci. LOINC aussi, qui est toute la terminologie pour ce qui est de l'échange de données de laboratoire et des observations cliniques. Donc, votre variable, au lieu de l'appeler, je ne sais pas moi, taux de cholestérol, ben, il y a un numéro unique, un ID unique que vous devriez utiliser pour dire c'est un concept qui est reconnu par tout le monde, ça. C'est une mesure qui est faite de telle façon, donc vous utilisez ce truc-là pour décrire votre variable. Et comme ça, il n'y a aucune ambiguïté sur c'est quoi cette variable-là. Vous revenez dans 5 ans, vous savez exactement c'est quoi. Et SNOMED-CT, qui est une ontologie, une terminologie qui est utilisée aussi pour décrire, qui est extrêmement vaste, là, mais qui est utilisée pour décrire les concepts médicaux. Donc, vous voyez, InfoRoute Santé nous dit que vous devriez toujours utiliser ça quand vous construisez vos systèmes, vous faites l'accumulation de données. Donc, LOINC, vous voyez ici, j'ai cherché là, pour hépatite C. Ben, vous voyez, hépatite C, là, si vous faites un test de présence avec cette méthode-là, ben, il y a un numéro unique. Il y a un code LOINC que vous devriez utiliser. Ça vaut pour tout. Donc, c'est comme pour ça que je dis documenter la donnée. Ça veut dire juste lui donner, mettre le bon tag. Cette variable-là, ben, je peux donner le nom que je veux en autant que au moins je réfère à quelque chose qui est reconnu par tout le monde, par une autorité suprême qui est InfoRoute, mais qu'InfoRoute est aussi connecté avec les autres États pour s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Donc, un dernier petit mot sur les ontologies. Ça, je vous montre des photos de TOS. Bon, une ontologie, c'est quoi? Une ontologie, c'est un vocabulaire contrôlé, mais avec des relations aussi. Donc, on augmente un petit peu le niveau de complexité. Fait qu'une TOS, c'est pas juste une TOS, quand vous pensez à ça d'un point de vue ontologique, c'est, vous voyez, une entrée dans une ontologie. Donc, l'ontologie s'appelle FOODOM, pour Food Ontology. Donc, dès qu'on parle d'aliments, et moi, je dis à Benoît, Benoît Lamarche, qui est mon collègue à Pulsar, il faut vraiment que tu commences à utiliser des ontologies pour décrire les choses que les gens mangent. Ça va faciliter ta vie dans 5 ans. Mais pas facile à convaincre, mais j'y viens tranquillement. Et vous voyez, c'est ça, c'est que la TOS, en fait, quand on la remet dans son graphe de connaissances ici, ben, c'est un produit du blé qui est, ben, la définition, c'est ça, c'est que, vous voyez, une toast, c'est du pain qui a une qualité d'être tranché entre 0,5 et 1,5 cm, blablabla. Okay? Puis, c'est un résultat
d'un processus de rôtissage, c'est un processus d'enlever de l'eau, puis c'est un processus aussi. Donc, vous voyez, tous les concepts. Quand on documente la toast comme ça, la machine a beaucoup plus de facilité à comprendre c'est quoi une toast. Okay? Elle est capable pour ça de faire des liens. Parce qu'ils sont juste une toast, la machine, elle va faire, je ne sais pas c'est quoi. Mais si on lui dit c'est ça, puis on lui dit les liens qu'il y a entre les différents concepts, là, la machine comprend, et là, ça devient facile après ça de faire plein d'affaires. Okay? Là, le monde s'ouvre à vous, parce que là, vous avez utilisé les bons concepts pour parler des bonnes choses. Donc, c'est ça. Moi, je pense que le rôle qu'on a, bon, l'IA, oui, l'IA, okay, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on a un gros rôle à jouer dans tout ce qui vient avant l'IA. Donc, pour nourrir l'IA convenablement, il faut la nourrir avec de la bonne nourriture, okay, propre, puis qui a été bien nettoyée. Je pense qu'on a un effort à faire collectivement, à justement documenter plus, avoir plus ce réflexe-là de se tourner, de dire, est-ce qu'il y a un standard pour parler de ces affaires-là? Est-ce que juste faire une petite recherche Google pour voir, puis là, OK, tiens, ça. Et là, c'était un effort plus grand à faire au départ, parce que les chercheurs, ils aiment ça arriver vite à leur résultat. Mets ça dans une feuille Excel, là, puis on va publier ça, puis okay, ça c'est les chercheurs, ils pensent comme ça. Okay? C'est tout de suite, là, ouais, au plus rapide, puis mais je pense qu'on n'est pas gagnant à faire ça à long terme. Il faut être capable de prendre le temps de bien faire les choses et ça va être payant à long terme, ça. Okay? Donc, les gens qui vont tout de suite faire le changement de culture qu'on doit faire vont être récompensés à long terme, ne serait-ce que parce que quand ils vont déposer leur plan de gestion de données aux IRSC, ben ça ne sera pas tout croche. Okay? Puis ils vont avoir compris certaines choses que d'autres n'auront pas compris et ça va leur donner un avantage. Donc, je pense que tout de suite, c'est bon de se mettre dans ce mode-là, de s'intéresser à la gestion des données de recherche, et ça va nous permettre ça de nourrir des projets en IA en aval. Si ça vous intéresse, la gestion de données de recherche, on organise un atelier du 1er au 5 juin, ici sur le campus. C'est destiné en premier lieu à la communauté des sciences humaines, parce que c'est une subvention de connexion du CRSH qu'on est allé chercher. J'étais bien fier en tant que physicien d'aller chercher une subvention du CRSH. Mais il faut ce qu'il faut. Donc, ça va être très intéressant. Il y aura une partie aussi plus expérimentale. 2 premiers jours, des conférenciers qui viennent nous parler de leur expérience sur la gestion de la recherche en sciences humaines, et les mercredis, jeudi, vendredi, vraiment des ateliers pratiques sur comment faire les choses correctement en gestion de données de recherche. Et aussi, il y aura un défi de données, de la même façon là, que les copains Laurentton, ils ont fait leur défi de données, ben on en aura un aussi pendant cette journée-là. Et je termine rapidement avec Pulsar, qui est notre plateforme institutionnelle pour tout ce qui touche à la santé durable. Donc, vous voyez, présentement, on a 2 gros projets qui roulent sur Pulsar. Le projet Nutri-Québec, qui vise à sonder les habitudes alimentaires des Québécois, avec Benoît, justement, Benoît Lamarche. Et on a le projet Perspective aussi de Jacques Simard, qui vise à venir moduler ultimement la fréquence à laquelle les femmes ont leur mammographie de dépistage. Donc, présentement, entre 50 et 69 ans, c'est à tous les 2 ans. Mais la proposition de Jacques Simard, c'est de dire, on va aller regarder quelques gènes, on va regarder l'historique familial, on va regarder les habitudes de vie, et on va donner un niveau de risque qui va peut-être permettre à la femme de passer une mammo aux 4 ans, ça serait suffisant, puis d'autres peut-être à plus haut risque de la passer annuellement. Donc, vous voyez, et on propulse, derrière, il y a Pulsar, l'équipe techno qui a mis en place tout ce que ça prend du côté électronique pour que ce projet-là puisse se faire en ligne sans qu'il y ait de papier ou à peu près pas d'un bout à l'autre. Donc, Pulsar est toujours ouvert à accueillir des projets au fur et à mesure que notre capacité s'accroît. Donc, ça demande de l'énergie pour accueillir des projets et des ressources. Donc, au fur et à mesure que nos ressources sont disponibles, on est en mesure d'accueillir des projets qui doivent être en santé durable. Donc, vous devez faire la démonstration que ce projet-là, ça s'inscrit dans un contexte de santé durable. Et sinon, il y a Valeria, qui est le petit cousin de Pulsar. Donc, si vous étudiez des roches, ben, c'est difficile de faire le lien avec la santé durable. Il y a Valeria qui peut vous aider à faire de la gestion de données de recherche aussi de façon exemplaire. Donc, c'est 2 services qui sont déjà en ligne. Donc, valeria.science va vous amener sur le portail de Valeria. Ça vous donne, je pense, à peu près 1 Tera. Là, je pense qu'il y a encore des discussions au niveau pour savoir si ça va être 1 Tera, 2 Tera, 5 Tera de stockage que vous avez. Mais vous pouvez là-dessus aussi déployer des Jupyter Hub. C'est une façon aussi d'écrire du code, documenter les choses.
Vous avez accès à des RStudio aussi qui est là. RedCap aussi qui est disponible comme un service pour venir capturer la donnée de façon électronique auprès de vos participants. Donc, pulsar.ca et valeria.science, deux portails à découvrir. Et je finis avec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui est financé par les FRQ et qui s'attarde, comme le nom le dit, là, à tous les impacts de ces nouvelles technologies-là. Il y a plusieurs choses qui nous intéressent à l'Observatoire dans le contexte de la santé, donc le concept de consentement, par exemple, le concept de toute la gouvernance des données. Là, on le sait, bon, les données de l'INSPQ, là, c'est bien difficile d'avoir accès, c'est les gens de l'INSPQ, puis là, ce que vous faites, c'est de la recherche, mais c'est de la surveillance, mais là, c'est pas... Ah, puis là, les mandats des instituts, la CAI dans tout ça, comment on essaie de redéfinir ça pour que ça soit plus facile pour tout le monde, de faire avancer les choses dans la bonne direction. Présentement, il y a beaucoup d'embûches illégales, vous le savez sûrement, là, si vous avez fait affaire avec la CAI. Donc, on réfléchit à ces choses-là, tout ce qui est gouvernance des données, entre autres. On parle, par exemple, de fiducie de données, qui est un nouveau modèle de gouvernance en émergence. On explore ces questions-là. Donc, je vais m'arrêter ici parce qu'il est 1 heure, mais je vais être très, très heureux de prendre vos questions. Je ne sais pas si je peux prendre celles qui sont à distance. Merci. Oui, merci beaucoup. Et j'ai déjà quelques questions à distance, mais ici dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Oui, pardon. Mais il faudra parler fort et bien la répéter. Merci beaucoup. On entend parler de temps en temps d'un lac de données. Peux-tu nous situer un lac de données? Oui. Mais là, en fait, on a réussi à convaincre le CHU de Québec de verser certains systèmes d'information dans un lac de données qui serait ici. Un lac de données, c'est quoi? Ben, comme le nom le dit, si on prend les données du CHU, on prend des systèmes, mettons, médicaux, puis on fait une copie ici, on met ça dans le lac. Okay. Et je pense que c'est une première... Il est sur Valéria ou tout ça? Il est sur Valéria. Il est sur Valéria. Donc ça devient un bassin où là, dans mon lac, j'ai médicaux, éventuellement, je vais avoir les laboratoires, éventuellement, je vais avoir plein de choses. J'ai ADP, j'ai... Au CHU Québec, on a 600 systèmes d'information différents, okay, quand vous donnez une idée. Moi, je pensais que c'était beaucoup, mais je pense aux 6, je dirais à Appalaches, il y en a 900. Parce qu'eux, en plus, ils ont les CLSC, les centres jeunesse, tout ça. Donc, ce que ça va permettre après, ces systèmes-là, ils sont là. Et là, on va venir mettre des pipelines pour venir extraire de la donnée de ça. Et là, si vous êtes un employé du CHU de Québec ou si vous avez un peu ce chapeau-là, Médéco, normalement, là, ça s'en va à la RAMQ. La RAMQ, c'est difficile d'y accéder puisque la quête, tout ça, mais qu'est-ce qui nourrit la RAMQ? C'est le CHU. Okay? Donc, cette donnée-là, elle devient un peu plus accessible parce que là, le DSP peut dire, ben oui, pour votre projet d'amélioration de la qualité, vous avez besoin de données médicaux, d'accord. Donc là, on va pouvoir se brancher sur le lac pour aller extraire cette donnée-là sans passer par la RAMQ, ce qui est déjà un gros plus, à mon avis. Et c'est un peu le modèle qu'on a présentement. Parce que moi, je le fais, par exemple, j'extrais des données de laboratoire, cancer de la prostate, et je me connecte sur les systèmes en production clinique, okay, sur CrystalNet. Puis là, souvent, j'ai quelqu'un de la DTI, l'autre bord, puis là, je dis, là, je lance ma requête, là, ça va rouler pendant une demi-heure, puis j'ai 5000 patients. Fait que, ça ramasse la donnée de laboratoire. Bon, eux, ils nous disent que ça affecte pour tout leur système, mais ce n'est pas idéal d'interroger des systèmes en production. Alors, le lac permet justement on va verser périodiquement ces systèmes-là. En recherche, on a rarement besoin d'être en temps réel. Et là, on va être en mesure de venir structurer la donnée. Et le lac versus l'entrepôt, le lac, c'est qu'on va venir simplement copier les systèmes ici et, a posteriori, on va venir mettre les pipelines pour extraire cette donnée-là. Alors que l'entrepôt, c'est qu'on essaie de mettre de l'ordre à l'entrée ici pour que ça soit tout bien ordonné là. Okay, donc, on a pris, nous, l'approche lac plus qu'entrepôt. À McGill, ils sont allés plus entrepôt, avec David Buckridge, entre autres. Nous, on est plus le modèle lac, où là, au besoin, on vient connecter ce qu'on a besoin. Je vais quand même aller dans... Bon, on a eu des clap-clap.
par webinaire. Et puis, on questionne ici un ingénieur de données. C'est quoi? Ça se trouve où? Je vais donner trois questions. L'autre, ça concerne les données qualitatives, si elles sont incluses. Et après ça, c'est le risque de vol de données. Alors, on commence par l'ingénieur. Ingénieur de données, ça, c'est un terme qui est assez nouveau, mais c'est quelqu'un qui est capable, justement, d'être agile avec les données, de faire ce qu'on appelle de l'ETL, Extract, Transform, Load. Okay? Donc, être capable de prendre la donnée dans un système, la transformer, puis l'injecter dans un autre système, et de mettre en place des pipelines qui vont faire ça le plus automatiquement possible et qui vont être robustes. Dans le sens où, à l'hôpital, moi, j'ai des pipelines qui extraient de la donnée, puis périodiquement, je vais chercher de la donnée. Mais là, il s'agit que mon système source, le manufacturier fait une mise à jour, puis là, la donnée qui était à telle place, là, n'est plus à la même place, puis ça brise tout mon pipeline, puis ça ne fonctionne plus. Donc, l'ingénieur, il va faire des pipelines qui vont être résilients à ce genre de choses-là. À l'hôpital aussi, j'ai mon réseau qui change continuellement, des nouvelles règles de firewall, des nouvelles règles de ci, de ça, ce qui fait que c'est un environnement qui est toujours en mouvance. Et nous, on veut pouvoir faire des trucs qui sont pérennes. Donc, l'ingénieur de données, il va être en mesure de déployer des pipelines qui vont être robustes. Donc, ça prend des gens qui ont un esprit plus construction, ingénieur, que data scientist, là, de scientifique des données. Moi, je prends souvent l'exemple moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai joué au Lego. J'ai joué jusqu'à 14 ans, je pense. Mais j'aimais ça construire les Legos. Okay? J'aimais ça construire. Puis une fois que c'était construit, j'avais plus d'intérêt. Okay? Je ne jouais pas avec ce que je construisais. C'était construit, je passais ça à ma sœur, puis eux, ils jouaient avec. Donc, c'est un peu le même système. L'ingénieur de données, il est là pour mettre en place les pipelines pour que les choses soient propres à l'autre bout. Où ça se trouve, extrêmement rare, parce que c'est pas tout le monde qui a ce profil-là. De vouloir faire les choses proprement, élégamment, tout ça. Donc, moi, j'en cherche personnellement. Mais si vous en connaissez, je suis preneur. C'est très, très difficile à trouver. Quelle est la formation nécessaire? C'est extrêmement non linéaire, tout ça. Il y a des gens en physique là, qui se sont découverts des passions pour l'ingénierie de données, mais il y a plein de profils différents. Mais clairement, de l'informatique. Quelqu'un qui n'aime pas coder, ça ne fonctionnera pas. La suivante, données qualitatives? Oui, données qualitatives, c'est des données au même titre que des données quantitatives. Donc, vous avez des verbatims d'entrevue. Vous pouvez stocker ça. Ça peut devenir aussi une source, un matériau brut pour faire, pour produire certains trucs. Donc, vous connaissez sûrement les in vivo de ce monde, ça. Mais il y a moyen, avec l'intelligence artificielle aussi, de venir faire de l'analyse de langage naturel pour automatiquement venir chercher des concepts dans ces données-là. Et on commence à le faire. Quand on a des rapports de radiologie, par exemple, c'est des rapports en prose, ce n'est pas des rapports synoptiques. Donc là, il faut être capable d'interpréter ça. Puis quand on lit, on est capable de savoir, OK, il y a ça, ça, ça. Mais la machine, pour qu'elle puisse comprendre ça puis traduire ça en données plus quantitatives, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en analyse du langage naturel pour être en mesure de traduire, par exemple, des verbatims d'entrevue en données qui vont être un petit peu plus facilement exploitables. Je vais relire ma question au complet concernant le vol des données. Ouais. C'est-à-dire, quels sont les risques de vol de données et d'utilisation malveillante, big brother, à des fins marketing, par exemple? Bien, je pense qu'en santé, on est quand même bien protégé. Là. Je veux dire, le mur, le pare-feu qui est autour de tout ça est extrêmement performant. Et on l'a vu chez Desjardins, c'est pas la technologie qui est le maillon faible de tout ça, c'est vraiment l'humain. Okay? Puis si vous voulez voir des dossiers de patients, bien, venez au CHU, il y en a qui traînent dans le corridor. Okay? Je veux dire, c'est ça la réalité. Là. Mais je veux dire, c'est vraiment la malveillance qui est le plus grand défi. Donc, c'est vraiment la formation du personnel qui aura accès à cette donnée-là qui est beaucoup plus important que la techno. La techno a fait le travail merveilleusement bien. C'est pas le maillon faible de tout ça. Mais là, il y a des gens qui s'inquiètent de la consolidation d'un grand nombre de données au même endroit. C'est légitime comme peur, effectivement. Mais je pense que on a besoin un peu de fédérer ces données-là pour pouvoir avancer. Parce que quand on a un patient, si on le regarde en termes de multiples silos, il y a des liens qui ne se font pas. Il faut défaire ces silos-là. Et pour ça, il faut amener de la donnée ensemble. Puis, Alors, j'ai encore quelques questions à distance, mais on va prendre les questions dans le salle.
Non, on alterne. Par rapport, bon, créer les lacs de données et tout ça, on a relevé les enjeux éthiques avec les formulaires de consentement et tout ça. Mais encore dernièrement, je sais que j'étais à un autre comité d'éthique qui est celui du CIRUL, donc à l'Université Laval, puis c'était pour le projet étudiant. Je me faisais dire, ah non, il faut une justification. On s'aurait donné plus de, j'aurais demandé 20 ans, genre, j'aurais pas demandé éternellement. Fait que, tu sais, on s'entend que 20 ans, c'est pas long. Donc, si c'était des données assez élémentaires là, sur. On s'entend que c'était pas. Il y a quand même encore aujourd'hui, même quand on ne demande pas un consentement à vie, là, des résistances majeures. Et ça c'en est un bel exemple. Alors, on va retarder l'étudiant, on a dit, bon, Marc, 5 étudiants obligatoires, ce qu'ils veulent, puis on s'en débarrasse. Mais comment vous voyez ça? Parce que là, en effet, là, les règles s'en viennent à ce niveau-là. On voit qu'il y a un mouvement d'un côté qui est de créer les entrepôts de données. On voit qu'au niveau éthique, ça ne se fait pas. Puis nous, on est souvent entre l'arbre et l'écorce parce que, tu sais, j'empêcherai pas un étudiant d'avancer dans sa diplomation pour avoir un échange féroce avec le comité d'éthique sur l'importance de ne pas lui faire perdre son temps. Extrêmement intéressant parce que justement, la durée de conservation, c'est un des trucs, là, oui, vous allez devoir détruire vos données là, après 5 ans. Moi, je suis impliqué dans un projet là, que je nommerai pas, mais où il y a de la donnée qui date de 1965, OK, et là, la CAI a découvert ça, puis on se dit, voyons donc, on ne peut pas faire ça, c'est un crime, c'est ça, mais en même temps, c'est notre mémoire médicale, je veux dire, c'est ça qui nous permet de voir, on a donné ce traitement-là en 75, voici ce qui est devenu la personne 25 ans plus tard, c'est avec ce genre de choses-là qu'on est capable de faire de la science pour avancer les choses. Ça nous prend, il y a certaines maladies qui évoluent sur des très longues périodes. Donc, on ne va pas jeter ça à la poubelle. Et la philosophie aujourd'hui, c'est de tout garder. Je veux dire, on garde tout, on log tout. Google efface jamais rien dans ses bases de données. Ils vont faire une nouvelle ligne. Je veux dire, on veut toujours pouvoir retourner dans le passé. Donc, cette lubie-là de vouloir détruire la donnée, parce que c'est extrêmement coûteux de se rendre aussi à la constitution du jeu de données en soi, nettoyer tout ça, puis là, on voudrait qu'on détruise, qu'on jette ces efforts-là à la poubelle. Je trouve ça un peu drôle comme façon de faire, comme façon de penser. Et je ne sais pas, c'est peut-être qu'à l'époque où ces lois-là ont été promulguées, c'est peut-être qu'il n'y avait pas cette conscience-là que la recherche a besoin d'avoir ce regard-là, plus à long terme sur certaines choses. Mais moi aussi, ça me fascine, ça. L'époque est 2019. Oui, non, je sais, c'est ça, mais on est quand même pris dans un cadre législatif, puis dans les années 90, là, on n'avait pas ces enjeux-là, c'était différent. Mais c'est ça. Donc, j'ai appris, entre autres, que le terme registre, il ne fallait pas l'utiliser parce que c'est un terme consacré pour certaines choses, qu'on ne dit plus jamais registre. Donc, il y a des trucs comme ça, des sensibilités. Puis, en particulier au Québec, on a un régime juridique un peu différent du reste du Canada, où là, la donnée personnelle revêt un caractère particulier par rapport à la donnée au reste du Canada. En Ontario, là, il enlève le nom et les identifiants primaires de la personne. Le reste, c'est plus du renseignement personnel. Donc, ça facilite leur vie. Nous, on a beau tout enlever, ça reste du renseignement personnel. Donc, ça complique les choses. Donc, au Canada anglais, aux États-Unis, la donnée devient plus une commodité qui peut s'échanger. Ici, c'est pas ça. Donc, il faut s'adapter à notre tradition juridique, mais ça avance extrêmement lentement. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des projets de loi sur la table, puis qu'il y a des sous-ministres associés qui ont ça sur leur bureau, mais l'accès aux données et le temps de Je sais qu'il y a eu une consultation du N3S l'été passé, je crois au mois d'août, là, ils voulaient consulter les chercheurs pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, vous détruire les données au bout de 5 ans. Je suis en vacances, j'aurais répondu, là, mais au mois d'août, c'est difficile. Oui. Quand on demande aux patients sont très surpris qu'on détruise leurs données. Ils sont très surpris qu'on n'utilise pas leurs données, en fait, pour faire de la recherche. Ils sont extrêmement surpris. Puis, il y a toujours une frange plus vocale qui s'oppose, par exemple, au DSQ, puis là, ils vont aller en commission parlementaire pour dire non, ça n'a pas d'allure, mais au global, je veux dire, souvent, le meilleur échange de données, tout ça, va permettre de donner des meilleurs soins, mais là, il y a des bloquants administratifs et législatifs dans tout ça. Ici, j'ai des commentaires de Sébastien Blais. Ah oui, que je connais bien, oui. Et je vais commencer. Le premier, qui est Medeco, ADP, déjà transféré, ce que vous avez fait oui. sur le dessin qu'on ne voyait pas à l'écran. Ah, ok, oui, c'est ça, oui, je l'ai dessiné, Sébastien. Alors, après ça, il y a eu un guichet de données pour l'extraction sera en présence et nous allons faciliter les accès. Qui dit ça? Ah, Sébastien? Sébastien. Oui, ben je ne sais pas s'il parle du guichet de l'ISQ, là, ou non, celui du CHU, parce que Sébastien a deux chapeaux, il est encore au CHU, mais il est au ministère aussi.
Et oui, effectivement, il y aura un guichet pour que les chercheurs puissent plus facilement accéder. Mais la gouvernance de tout ça demeure à définir. On est en train de travailler là-dessus. Comment ça va se passer? Et orientation de mes villes vont passer dans un mode lac. Ah, OK, plutôt que d'être dans le mode anthropique. Bon, ben c'est peut-être une bonne nouvelle. OK. D'autres questions ici dans la salle? Alors, moi, oui? Il y avait peut-être la question des coûts, parce que là, on parlait des coûts et tout ça. Je sais que je trouvais ça très cocasse dernièrement. On devait voir pour me vendre des boîtes en plastique à 500$ pour mettre 10 formulaires de consentement. Donc, c'est quoi le modèle d'affaires qui va être en dessous de ça? Puis, parce qu'évidemment, quand on s'engage là-dedans, alors je sais que ça a été des discussions Ouais. dans tout ça, là, on s'en vient avec le CHU, est-ce qu'on a commencé à cogiter la question, parce que Oui. qui est responsable de la pérennisation de la donnée, qui Oui. est responsable de l'extraction de la donnée, il y a des coûts pour tout. Oui. Donc là, si à un moment donné, on s'étrangle avec les coûts, c'est vous les prévoir, mais on a actuellement des montants finis avec des besoins finis. Oui, en fait, les coûts, les responsabilités, en fait, ce que je peux dire là-dessus, c'est que les universités ont fait des représentations au niveau fédéral, parce que le fédéral nous dit, vous devez avoir des dépôts de données. Mais ça, c'est pas gratuit. Donc, les universités ont dit, les commentaires qui revenaient le plus souvent des universités canadiennes, c'est de dire au fédéral, ben écoutez, là, vous allez quand même nous allonger les dollars pour qu'on puisse maintenir ces dépôts-là. Parce que quand on prend la responsabilité d'étamper un DOI sur un jeu de données, le DOI, c'est un identifiant permanent. Donc, on s'attend à pouvoir retrouver le jeu de données jusqu'à la fin des temps. Donc, pour ça, ça prend de la capacité et il y a des coûts associés. Donc, je pense que là, Valeria est en train d'une liste de prix pour le stockage, pour ce genre de choses-là, pour les services qui vont être rendus. Mais je pense que le message que les chercheurs devraient recevoir, c'est planifier dès maintenant du research data management, de la gestion de données de recherche dans vos subventions, parce que ça devient un item qui est reconnu par les trois organismes comme étant essentiel. Donc, il faut subventions de fonctionnement, moi je pense à la pérennisation. Présentement, on est dans la situation, par exemple, où tout a été transféré sur la DTI. Ouais. Puis là, ils te reviennent, t'es concepteur d'un site, d'un produit numérique, ben paye-nous. Oui, mais c'est vrai. Qui paye, effectivement, dans tout ça? Là, présentement, vous voyez que Pulsar, c'est un projet qui est pas mal subventionné par l'Université Laval presque au complet, mais comment pérenniser ça, c'est pas facile. Donc, c'est des grandes questions qui sont reliées aussi à la gouvernance de tout ça. Mais c'est des enjeux qui sont discutés présentement. Je reviendrai à des questions terre à terre en santé publique. Avant de poser la mienne, je vais m'adresser aux gens en santé publique là, qui sont par webinaire. Et si vous êtes capable de faire part de votre expérience ou de votre compréhension. Moi, je suis très, très loin, en fait, donc, des banques de données, de l'utilisation de la recherche, etc. J'en suis tout simplement à dire, on n'a même pas de dossier médical personnel. Donc, dossier médical pour nous de population, pour que tu aies un DME, ce serait un DMP, là, ou un DPE, peut-être. Mais peu importe, les données qu'on pourrait générer, nous sommes incapables de les partager. Donc, on commence très loin. Commencer par la base, ça me semble... Oui, mais je vous dirais que dernièrement, il y a le Carnet Santé Québec, qui est une très, très belle chose qui a vu le jour. Et j'étais quand même assez surpris parce que je m'attendais vraiment à de la résistance de la part de la profession médicale, entre autres, qui disent, ben non, il n'y a pas question que mon patient il lise un rapport de radiologie, il va m'appeler tout le temps, puis il va paniquer, puis ce genre de choses-là. Mais ça, je pense que ça s'est assez bien passé. Il faudrait que j'aie les échos du ministère, peut-être pas sous tous les angles, là, mais c'est un premier pas. Puis le Carnet Santé Québec, ça devient un portail unique où là, le patient a accès à ses données. C'est déjà un très, très gros pas. Et je pense qu'on peut bâtir là-dessus. On peut adjoindre des services autour de ce Carnet Santé Québec-là. Et moi, je pense entre autres aux services de consentement. Si un citoyen décide de dire, moi, mes données, là, je veux qu'elles servent à la recherche, bien, il devrait pouvoir se connecter au Carnet Santé Québec et aller dire quelque part, ben moi, oui, utiliser mes données pour la recherche, ça ne me dérange pas. Donc là, il donne son consentement explicite. Mais on le voit dans d'autres projets, Cartagène entre autres, où même le consentement explicite, c'est comme pas suffisant. Le Cartagène se bat avec la caille pour pouvoir aller chercher, mettre à jour leurs données sur leur corps de 42-43 000 personnes qui suivent au Québec.
Donc, encore là, les freins législatifs, mais j'ai bon espoir que tout ça, ça soit un petit peu, qu'on finisse par lubrifier tous ces engrenages-là pour que les choses fonctionnent mieux. Donc, on n'est pas il y a des gens qui organisent des colloques à l'ACFAS là, sur l'accès aux données de recherche. Le scientifique en chef aussi qui a déposé un mémoire en 2015 pour ça, mais ça avance mais extrêmement lentement. Mais je pense que le Carnet Santé Québec là, est un très, très beau projet pour ce qui est de justement redonner au moins aux citoyens dans un premier temps, mais c'est un premier pas pour ensuite avoir accès à plus de données qui, dans le domaine de la santé, il est éparpillé partout, la donnée. Mais c'est un changement vraiment d'optique pour la santé publique parce que nous ne sommes pas dans l'utilisation des données d'un carnet santé. Quand on utilise des données, ben, elles partent d'en haut, puis là, elles nous sont transférées. Ouais, exact. Ça, c'est la connaissance et la surveillance. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, on fait de l'utilisation ou de la recherche minimale, mais on n'est pas capable, on n'est pas organisé pour dire chaque région, on met tout en commun à quelque part, et là, à ce moment-là, on va partager, et puis ça pourrait être partagé avec d'autres provinces éventuellement. Ben, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que c'est ça, mais nous, on est... C'est qu'à la base, il y a une méfiance entre les organismes et les ministères aussi pour ce qui est des données desquelles ils sont responsables. C'est ça, j'ai toujours trouvé ça un peu fascinant, là, que l'INES se méfie du M3S et inversement, et que l'INSP, tu sais, donc, vous êtes tous dans le même bateau, là, quelque part, là, il faut que ça soit plus fluide. Donc là, quand on s'inscrit au Carnet Santé Québec, là, il faut donner notre permission au ministère des Finances, parce que c'est ClickSecure qui est l'identifiant, que là, on peut partager cette donnée-là avec... C'est extrêmement complexe, mais au final, c'est quoi? C'est l'État, mais l'État est... Maintenant, il y a plusieurs instances là, qui ont chacun leur pouvoir, puis leur mandat, puis tout ça. Il y a des lois qui régissent tout ça. Mais il y a cette méfiance-là, je trouve, que je perçois, moi, entre les organismes et les ministères, qui devrait peut-être s'aplanir avec le temps, j'espère. D'accord. Et je n'ai pas d'autres questions ici dans la salle non plus. Alors donc, merci beaucoup. Merci. On a fait